On est obligé de mentionner un petit peu le mot encouplement, là je sens, parce que c'est quand même quelque chose que tu utilises énormément. Tu peux nous rappeler la définition? L'encouplement, alors là, c'est une autre révolution à venir, c'est l'amour qui doit se faire à deux dans un pacte mutuel. Alors le pacte peut être large, hein, on peut dire chérie, on est ensemble, t'es ma copine, t'es ma femme, mais tu peux faire ce que tu veux ailleurs. Il y a toutes sortes de pactes, mais il y a l'idée d'un pacte d'exclusivité. Ce que je te donne, tu ne le donnes pas à tout le monde, ce que tu me donnes, tu ne le donnes pas à tout le monde, et on forme un couple, c'est-à-dire j'ai une copine, j'ai une femme, etc. Ce modèle-là, obligatoire, est totalement préjudiciable pour tout le monde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce modèle-là ne fonctionne plus, que des gens se forcent à le faire fonctionner au détriment d'eux-mêmes, et que je pense qu'il y a une nouvelle génération d'amoureux, inspirée peut-être par une ancienne génération d'amoureux qui a essayé le couple et qui peut très bien informer la jeunesse en disant « ça marche pas, inventez autre chose les gars ». Moi je suis pour le libre amour, j'ai appelé ça le libre amour, c'est-à-dire non pas l'amour par devoir forcément à deux, mais l'amour qui ne concerne que les êtres qui s'aiment et non pas la société. Parce qu'au bout du compte, lorsqu'on dit j'aime en couple, je suis avec une copine, c'est pour informer le reste du monde que je ne suis pas disponible ou que je suis avec quelqu'un dans la vie. Pourquoi on a besoin de ça? Quelle est notre peur? Pourquoi cherche-t-on à se rassurer d'être absolument dans une connexion avec quelqu'un et de l'afficher au monde entier? Pourquoi on ne garde pas ça du côté de la vie privée? Donc on peut très bien aimer plusieurs personnes à la fois. Polyamour, ça s'appelle? Non, ça c'est l'horreur. C'est différent. Non, polyamour, c'est aussi un décret de la volonté. Je refuse d'être mono-amour, et donc forcément je dois avoir plusieurs. Et c'est aussi un devoir. Je pense qu'il faut sortir l'amour du devoir-être. Et donc le couple est un devoir-être. C'est ça que j'ai critiqué dans la notion d'encouplement obligatoire. Mais le polyamour aussi est un devoir-être. Il faut arrêter de dire tu dois. Il y a ce doigt tendu. Dès qu'on parle de l'amour et qu'on fait comme ça, on n'est plus dans l'amour, on est dans le devoir. Il y a un signe non verbal extrêmement précis, les gens qui parlent comme ça. Voilà. Et à un moment, quand vous parlez du couple, il y a toujours quelqu'un qui dit mais c'est comme ça que ça doit être. Non. L'amour, c'est libre. Et le libre amour, c'est la possibilité de concevoir l'amour comme une respiration essentielle, une œuvre d'art, un acte de co-création qui n'est pas peut-être circonscrit dans le temps. Il y a des histoires d'amour qui durent une journée. Brassens a fait une très belle chanson là-dessus. Il y a des histoires d'amour qui durent le temps que ça dure et qui reprennent. Il n'y a pas de règle en amour. C'est le fameux chant de Carmen. L'amour n'a pas connu de loi. L'amour est enfant de bohème. Et donc, le libre amour, aujourd'hui, est contrecarré par la libre sexualité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en France, pas partout dans le monde, hein, dans la possibilité d'avoir une libre sexualité. Bien sûr, on fait ce qu'on veut, on a les moyens de contraception, on peut se protéger, on peut ne pas faire d'enfants, etc. C'est pas valable dans le monde entier. La libre sexualité, c'est dans très peu de pays, c'est les pays démocratiques, plutôt modernes, où la libre sexualité est autorisée. Donc aujourd'hui, dans les pays modernes, les démocraties modernes, on est dans cette schizophrénie d'avoir d'un côté la libre sexualité autorisée, mais le libre amour refusé. Comme si le sexe et l'amour étaient des choses différentes. C'est une vision très pornographique des choses. C'est-à-dire, oui, c'est que du sexe, c'est juste du fun, et puis l'amour, c'est plus sérieux. Non, le sexe mène à l'amour mène au sexe. On appelle ça faire l'amour. Faire l'amour, c'est vivre une expérience d'intimité profonde. Je parlais de mélange, c'est du mélange humain. Et forcément, dans ce mélange humain, comme le hieros gamos grec, c'est-à-dire l'union sacrée entre les deux principes, les deux divinités qui s'unissent, c'est magique et c'est sacré. Ça crée de l'amour. Faire l'amour, ça crée l'amour. Donc, dans une vision un peu bourgeoise, on dit bah oui, chérie, c'est que pour le sexe que je fais ça, donc j'ai ma liberté sexuelle, mais l'amour, non, je te le réserve. Non, tout ça, ça se mélange. Et arrêtons cette dichotomie entre une libre sexualité autorisée, voire plébiscitée aujourd'hui, hein, et un libre amour encore interdit. Conjuguons les deux, et ça s'appelle le libre amour, et je compte sur la génération qui vient d'inventer d'autres codes. Je pense, mon idéal, ce serait que chaque amoureux ait son propre code amoureux, sa propre façon d'aimer, et qu'à chaque fois on soit émerveillé lorsque les gens nous racontent leur façon d'aimer, qu'on se dise tiens, c'est original, qu'on puisse à chaque amoureux dire c'est vachement original ce que tu fais là, alors que l'encouplement, c'est des petits couples que j'appelle Ikea parce que c'est du prêt à aimer, du prêt à manger, du prêt à consommer, hein, en kit. C'est l'amour en kit. Et on a l'impression que les gens aiment de la même façon, alors que l'amour doit être un socle de créativité et d'originalité absolue. Donc finalement, qu'on parle amour, média, tu prônes vraiment la liberté d'être. C'est dur parce que peu d'entre nous veulent être libres. Ouais. Le vrai combat, c'est pas tellement la liberté. Le vrai combat, c'est le désir de la liberté. Vous savez comment, enfin je dis vous parce que je parle à ceux qui nous regardent, comment je définis le bonheur.
Le bonheur, c'est la liberté jouissive. C'est pas simplement être libre, le bonheur, c'est jouir de sa liberté. C'est juste ça. Le bonheur, c'est l'addiction à la vie qui fait que j'arrive à prendre du plaisir à être libre. Et si, parce que je peux très bien être libre, mais être dans les tourments, dans les complications, dans quelque chose où la vie, je la rejette. Hein. Et ça, c'est pas le bonheur. Ça, c'est le tourment. C'est jouir de sa liberté, ne plus avoir peur d'être libre. Comme Sartre nous disait, Sartre était un peu le philosophe qui nous montrait que parce que je suis libre, du coup j'ai une immense responsabilité et du coup je suis condamné à être libre. C'est horrible de mettre ces mots, le mot de condamné et de liberté ensemble. Il y a une formule un peu, hein, c'est un oxymore. Mais condamné à être libre, ça veut dire, bon Dieu, je suis obligé d'être libre. Oh là là, le fardeau. Et tous les philosophes de l'absurde nous montrent la liberté comme un fardeau. Eh bien moi j'ai envie de montrer, c'est mon côté optimiste, que la liberté est un cadeau, mais il faut être prêt pour la liberté. Elle a une grande exigence de lucidité, une exigence de mélange, une exigence de sincérité avec soi-même et avec les autres. Donc ça peut être un nouveau code éthique presque. Le but du jeu, mon enfant, toi qui as 10 ans, toi qui as 15 ans, c'est que tu arrives à prendre ton pied à être libre. Et c'est pas évident. Et peut-être que c'est comme ça qu'on doit éduquer nos enfants. Une éducation à la liberté jouissive, la liberté qui fait jouir et pas la liberté qui fait peur. Et les médias ont un rôle immense à jouer, mais nous avons un rôle dans notre consommation des médias. Nous sommes responsables des médias que nous avons. Là, il y a la notion de boycott qui résonne. Nous faisons les médias que nous avons. Là, c'est qu'on croit vraiment que le consommateur consomme acteur, justement. Mais nous avons les médias que nous méritons. Et il ne tient qu'à nous à changer la donne. Il ne tient qu'à nous, en repérant les médias de qualité, en les applaudissant et en les soutenant, et en dénigrant les médias qui ne sont pas de qualité et qui nous vendent des choses qui avilissent l'humain. Une petite note de la fin sur ton actualité, sur ce que tu fais en ce moment, sur les livres que peut-être tu écris, tu prépares. Alors j'ai 2 livres, mais je ne peux pas trop en parler. J'aime pas trop parce que c'est très concentré en énergie, écrire un livre, et je veux pas dilapider cette énergie-là. Mais je suis en bataille, en guerre, avec deux livres passionnants pour moi à écrire. Un très court, plutôt pamphlet un peu, et un très long et qui est une sorte de somme. Donc je ne sais pas quand je m'arrête, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans. Ça sera vraiment un ouvrage très, très important pour moi. Tu sais, j'ai une fibre très systématique. J'aime créer des systèmes, et je sais aussi que les systèmes ne sont pas la vie. Donc j'ai cette humilité, j'espère, de concevoir que le système c'est jouissif, il y a des grilles, on comprend tout, mais c'est pas la vie. La vie ne se met pas hors système. La définition même de ce qui est vivant, c'est qu'on n'arrive jamais à le réduire à un système. Donc il faut créer des systèmes et avoir l'humilité de dire c'est un repère, une boussole, mais c'est pas la vie. La vie déborde toujours du système. Et puis je crée une société qui me passionne, qui s'appelle Matkaline, avec des amis. On crée pour redonner du sens dans les structures qui sont en déshumanisation. Je veux que la philosophie ait un impact autrement que par des livres et des conférences et des interventions médiatiques, mais je veux qu'il y ait un impact concret. J'invente une sorte de nouvelle voie pour la philosophie, qui est une voie où on arrive, les choses qui sont dans les entreprises, dans le monde du travail, à l'école, dans des vies, chez des particuliers. Quand il y a une déperdition de sens et donc il y a de l'onde de choc qui triomphe, j'essaie de créer quelque chose qui propose de reconstruire du sens et de montrer les moyens de reconstruire du sens. Ça s'appelle Matkaline, et bon, on en parlera plus longuement quand le projet sera bien abouti, mais d'ores et déjà, c'est une aventure qui me passionne, et l'aventure aussi est collective. Écrire un livre, c'est une aventure solitaire, et là, tout d'un coup, je crée avec les autres, et il y a vraiment l'idée d'une sorte d'essor intellectuel très réjouissant pour moi. Magnifique. Un petit mot de la fin, un petit appel, call to action, comme on dit aux États-Unis. Le cynisme médiatique nous dit que les gens mangent ce qu'on leur donne à manger. Il faut inverser la tendance, et l'appel que je donne, c'est arrêtez de manger ce qu'on vous donne à manger, faites le tri dans votre assiette. Voilà. Juste le tri dans l'assiette. Dans tous les domaines, on ne prend pas ce qu'on nous donne, on doit réfléchir à ce qu'on nous donne. Et c'est pas parce qu'on nous le donne, et c'est pas parce que c'est gratuit qu'on doit le consommer. Je pense qu'il faut aussi savoir qu'on engage notre dignité dans chaque choix de notre existence. Et la dignité, c'est important. Et je suis pour un peuple digne, et je pense qu'il y a une grande crise de dignité. Les gens
au travail, dans leur éducation, dans leur famille, se sentent de moins en moins dignes et du coup vont vers des vendeurs de dignité. Donc je pense que la dignité, c'est un grand combat pour le XXIe siècle. C'est pas que dans les pays pauvres qu'on doit se battre pour la dignité ou dans des dictatures, c'est aussi nous. Nous avons une dignité, nous avons d'autant plus la responsabilité d'être dignes que nous sommes quand même dans un confort relatif par rapport à d'autres pays. Donc nous devons être dignes. Et j'espère que la France, et c'est un appel aussi patriote, j'espère que la France pourra être un pôle de dignité pour le monde entier. Pour l'instant, elle en est loin. C'est sa mission, je pense, depuis Victor Hugo, je pense que la France a cette mission-là parce que pays des Lumières, parce que pays de l'excellence en termes de débat philosophique. Et je pense qu'on en est loin. Et je fais un appel au peuple pour que la France redevienne un immense pôle de dignité dans le monde entier. Voilà. Merci Vincent. Merci Lilou. Merci. Plein de gros bisous à vous. Merci de partager cette vidéo, de la diffuser sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien à entendre, ça nous nourrit. Merci Vincent, une fois de plus. Grand plaisir. Plein de bisous.